Bonjour, ma question s'adresse en partie à Madame la députée. Dans votre discours d'introduction, vous aviez parlé des collectivités territoriales et ça a été absent du débat, c'est un petit peu dommage. On le traite dans la table ronde qui arrive. Oui, mais c'est très bien. Parce que justement, l'une des failles principales en termes de cybersécurité, enfin je suis tout comme vous un élu, c'est l'élu. C'est souvent des gens qui ont des droits ou des privilèges un peu supérieurs aux agents, qui ont un pouvoir supérieur, qui acceptent moins facilement les contraintes. Et pour autant, enfin moi j'ai déjà fait la démonstration à d'autres élus, quand ils ne respectent pas ça, on peut facilement prendre possession de leur compte, nuire à leur image publique. Et ma question du coup aussi côté assurance, est-ce que l'image publique c'est un risque en termes de cybersécurité ou est-ce que c'est un autre type de risque, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser les élus des collectivités, les élus comme pour vous, au risque cyber? Aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'élus, qui soient parlementaires ou des élus de collectivités, qui sont complètement insensibles à ce risque-là, qui ne se rendent pas compte de ce que ça amène. Et ils ne voient que la contrainte, ils ne voient pas le risque et ils ne voient pas l'avantage. C'est une très très bonne question. Les élus de collectivités territoriales sont comme les chefs d'entreprise finalement. Ils découvrent aussi ce risque et malheureusement le plus souvent ils le découvrent à travers une attaque. En ce qui concerne le risque réputation ou e-réputation, à mon sens, il faut le considérer comme un cyber-risque, comme une intrusion dans le système d'information d'une collectivité. La collectivité elle gère énormément d'informations sensibles, d'informations personnelles de leurs administrés, donc ils sont d'autant plus concernés par la question. Effectivement, c'est un sujet beaucoup plus vaste en fait de transformation numérique. On a pris l'arrivée du numérique comme un outil supplémentaire pour un gain de productivité. On a remplacé la machine à écrire par un ordinateur. On a dit on devrait faire plus vite. Et il n'y a pas eu d'accompagnement, que ce soit en entreprise, dans les collectivités, dans l'administration, il n'y a pas eu un accompagnement et une modification de culture en termes numériques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, la plupart de nos concitoyens ne savent pas ce qui est derrière le numérique. Comment est organisé un code, comment est organisé un réseau. C'est le problème du spécialiste du secteur, c'est-à-dire le directeur de système d'information, et ça s'arrête là. Donc il y a un débat public à mener sur l'acculturation, sur l'inclusion et l'intégration numérique. Et ça, on le met en œuvre depuis 2 ans déjà. Des formations, une transformation de l'administration et une sensibilisation. Et en ce qui concerne les collectivités territoriales, il y a un accompagnement qui est en place, déjà sur l'ouverture de données des collectivités. Il y a un accompagnement qui est mis en place par les préfectures, mais qui eux aussi sont une administration qui ont besoin d'être accompagnés à leur tour. Donc c'est une transformation qui va pas à pas. Mais il y a un travail qui est réalisé sur déjà le RGPD, quand la protection des données personnelles. Avec l'arrivée de cette réglementation, on a vu qu'il manquait une capacité de compréhension, en fait. Qu'est-ce qui est une donnée personnelle, comment on la protège, comment on protège son système d'information. Donc déjà, c'était un premier pas et qui nous a permis d'analyser et de mettre en œuvre un certain nombre de formations et un certain nombre de transformations. Et la sensibilisation va arriver, mais comme dans toute évolution, ça prend du temps, et d'une, ça nécessite des moyens, de deux, et ça commence par forcément des grandes structures, donc des grandes communes, des régions, des métropoles, et ça descendra petit à petit vers les communes beaucoup plus petites. Mais on travaille à l'Assemblée nationale et on se bat pour les moyens financiers et les moyens techniques d'accompagnement des élus, parce qu'il ne faut pas non plus que la ruralité soit la dernière à être investie en termes de transformation numérique et en termes d'acculturation à cette transformation et à la question cyber. Excusez-moi, je crois qu'il y a une autre question par là, mais oui, voilà, c'est ça. Oui, bonjour à tous et merci d'ailleurs pour ce débat très intéressant. Moi j'ai une question, donc moi je fais partie du cabinet Néopontem spécialisé entre autres en cyberassurance, donc je rejoins mon confrère.
Et j'ai néanmoins une affaire là qui m'est remontée quand je vous ai entendu parler, c'est l'affaire Mondelez, qui est un géant de l'agroalimentaire aux États-Unis, qui a subi une attaque d'un ransomware qui a détruit 1700 de ses serveurs et infecté 24 000 ordinateurs. On est sur un dommage qui est proche de 100 millions de dollars. Et l'assureur, pour ne pas le citer, Zurich, a rejeté l'indemnisation sur le fait de l'origine de l'attaque, qui est, en tout cas, il pense que c'est une attaque étatique. Donc on est dans un acte de guerre. Et je rejoins cette information. Alors déjà, c'est un vrai sujet. Et je rejoins cette information avec le manque de fonds des assureurs. Parce qu'on parle de capacités énormes qu'il faudrait mettre en face pour assurer tous les risques. Quand l'origine d'une attaque est un acte de guerre, d'accord, il y a une victime qui subit des préjudices très importants. Est-ce qu'il serait pas l'occasion de penser à mettre en place un fonds étatique, un fonds européen, pour justement préserver les intérêts de nos sociétés et faire en sorte d'éviter cette très mauvaise publicité pour toute la filière? Oui, alors pour être tout à fait complet sur le cas Mondelez, et c'est ce que j'expliquais, c'est work in progress sur l'assurance cyber, c'est que le contrat sur lequel la couverture était délivrée était adossé au contrat de dommage aux biens, et pas un contrat cyber. Et dans les contrats de dommage aux biens, depuis la nuit des temps, il y a l'exclusion du risque de guerre. Et donc, et c'est pas Zurich qui a dit que c'était un acte de guerre, c'est l'État américain qui a dit que l'attaque de NotPetya venait d'un acte de guerre de la Russie contre l'Ukraine. Donc, acte de guerre, je regarde mes clauses et conditions. Et effectivement, on en rejoint à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que c'est un ancien contrat qui date d'il y a plusieurs années, où la connexion n'avait pas été forcément faite. Donc, au niveau de la commercialisation, on était resté sur une ancienne articulation. Quand il y a eu la déclaration de sinistre, le régleur a gardé acte de guerre d'après l'État américain. Ukraine, il y a une clause d'exclusion. Quand il y a 100 millions de dollars en jeu, effectivement, généralement, on regarde un petit peu. Et voilà, ils ont intenté. Après, c'est un procès, c'est la justice américaine qui va trancher. Bon, on va voir de quel côté. Par contre, vous tâchez du doigt le fait qu'effectivement, il faut que nous, assureurs, et c'est ce qu'on est en train de faire au sein de la FFA, avec la PREF, avec les réassureurs, qu'on travaille justement sur la bonne compréhension de ce risque et sur la bonne intégration de ce risque dans nos contrats. On a vu ça sur le risque de guerre, il peut y avoir le même sujet sur le risque terrorisme, donc c'est à nous de le travailler, à nous d'éclaircir tant en interne que vis-à-vis de nos clients, parce que c'est la plus mauvaise publicité qu'on fera si effectivement on refuse un sinistre. Et sur après, la création sur la d'un fonds, deuxième partie, effectivement, la création d'un fonds, là, tant que les assureurs peuvent répondre à la demande aujourd'hui, il n'y a pas besoin de fonds. Peut-être pour prolonger la question, je crois que le cas Mondelez soulève deux points essentiels que nous avons évoqués. Le premier qui est celui des conditions d'assurance sur mesure versus les conditions d'assurance sur étagère, par définition standard, et qui ne distinguent ni la taille, ni l'activité, ni surtout le risque même de chaque client. Et le deuxième point, qui est celui que Mme Kema a évoqué, des garanties dites en forme silencieuse. Alors là, ce n'est pas tout à fait le même cas sur Mondelez, mais puisqu'il y avait une garantie affirmative de la couverture au sein d'un contrat dommage, mais en revanche, avec une exclusion historique, ne correspondrait pas du tout au risque. Exemple même, qu'il faut éviter de façon à finalement créer la confiance autour de ce marché de la cyberassurance naissant et contribuer efficacement à cette chaîne de valeur de la cybersécurité. Pour ce qui est de la création du fonds, j'entendais que votre question était peut-être: faudrait-il un fonds qui réponde aux questions, qui réponde aux défaillances des assureurs en pareil cas? Objectivement, on peut en débattre. En revanche, si on revient à la question de ce que pourrait être le marché de l'assurance à terme, une question prospective, difficile de prévoir. La transformation numérique va continuer, évidemment, à vitesse accélérée, mais dans un contexte incertain pour l'ensemble des parties prenantes. Comment va évoluer la régulation ? Notamment celle en matière de protection des données, comment va être uniformisée la régulation d'un pays à un autre, comment va
quels vont être les effets de la transformation numérique en matière de sécurité? Est-ce que cela va être plutôt positif ou aggravant en termes de risque? Et puis par ailleurs, pour revenir à la question du fond, faudra-t-il mettre au point, à l'image de ce qui a été fait pour certaines catégories d'assurance catastrophique, qu'elles soient de nature catastrophe naturelle ou terrorisme, faudra-t-il imaginer un système qui combinera initiative publique, l'État, initiative privée, les assureurs du marché, avec une forme de garantie en dernier ressort pour ce qui pourrait être ce qui pourrait être nécessaire pour couvrir les événements de nature catastrophique. Je citerai juste un chiffre. Les Lloyds ont beaucoup travaillé sur l'estimation de ce que pourrait être le coût d'un incident cyber majeur. La fourchette aujourd'hui varie entre une dizaine de milliards et 120 milliards, avec une moyenne à 50 milliards. Vous voyez ? 1 ou 2 milliards à 120, et 50 milliards, retenons la moyenne, on est à un niveau inférieur au coût des plus grandes catastrophes naturelles, notamment les cyclones qui sont survenus, Katrina et puis ceux de l'année 2017, mais on est, qui étaient de l'ordre de 80-85 milliards. Et en revanche, on est grosso modo à 2 fois l'indemnisation totale générée par les marchés de l'assurance à l'occasion du World Trade Center. Voilà, donc ça en matière de prospective, devra-t-on réfléchir à cette initiative publique-privée pour compléter l'action des assureurs et répondre aux besoins des clients qui est réel dans une économie largement transformée et numérisée. Madame la députée, vous vouliez ajouter quelque chose sur cette question? Merci. Le cyber-risque, la cybermenace est un risque systémique. On l'a vu avec les attaques majeures. Et donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement important de pouvoir trouver un périmètre, savoir combien ça pourrait coûter. Pour l'instant, on a une vague idée, une fourchette très large. Donc, pour cela, il faut travailler, prospecter. Et c'est le travail que je réalise à l'intérieur du groupe d'études d'assurance. Mais on manque encore d'informations suffisantes pour pouvoir trouver ce périmètre. Après, en France, nous avons un système de réassurance avec la garantie d'État qui est l'un des plus performants au monde, on peut le dire, messieurs. Et est-ce qu'il faut qu'on aille jusque-là ? Parce que c'est le cas des catastrophes naturelles, par exemple, en France. Est-ce qu'il faut, une fois qu'on aura élaboré une offre valable en termes d'assurance, parce qu'on n'y est pas, j'y tiens, la FFA travaille beaucoup, mais on n'a pas encore systématisé une offre personnalisée avec une capacité d'analyse qui va au-delà d'une feuille A4, à savoir combien vous avez de salariés, quel est votre CA. Donc, une fois qu'on aura une offre performante, une fois qu'on aura une garantie de prévention performante, on pourra réfléchir ensuite de savoir si on met derrière une garantie d'État, parce que c'est une forme de collecte de fonds, donc qui est une partie de l'assurance payée par l'assuré, qui est transférée pour pouvoir garantir un fonds. Quel sera le niveau de cette cotisation? Je veux dire, si une cotisation pour une entreprise, c'est 1 000 € par an, combien de pourcentage de cette cotisation doit aller dans ce fonds pour pouvoir garantir quelque chose qui va de 1 à 120 milliards? Enfin, il y a une vraie réflexion à mener sur le sujet qui est extrêmement complexe. On ne peut pas se lancer aujourd'hui dans des propositions ou de mettre en place des choses tant qu'on n'aura pas défini ce périmètre. Encore une fois, d'un risque systémique, c'est assez complexe. Donc, c'est pour ça qu'on travaille tous main dans la main sur le sujet. Et au niveau européen, c'est extrêmement important parce que l'interconnectivité fait qu'on n'est jamais seul à être attaqué. Et quand même ceux qui font des attaques individuelles, on attaque une PME, on utilise le même logiciel pour en attaquer plein d'autres. Je veux dire, quand on crée un algorithme, quand on hack, en principe, on le fait à plusieurs reprises, on reproduit. Donc, il faut qu'on réfléchisse tous ensemble, intelligemment, pour que l'offre soit performante. Merci Madame la députée. Il y a beaucoup de questions, donc c'est un sujet qui intéresse. Alors,
monsieur, vous allez poser votre question. Les autres personnes qui veulent poser des questions, levez la main, vous amenez des micros. Moi, je ne peux pas le faire, je dois rester là. Je suis désolée. Excusez-moi, vous pourriez peut-être... On va écouter la question de monsieur. Et ensuite, monsieur ici a une question. Monsieur derrière aussi a une question. Monsieur, on vous écoute. Bonjour. Bonjour, merci pour la qualité de vos interventions et la clarté de vos propos. Je suis Adrien Manzouli, je suis doctorant au Centre droit de l'entreprise de Montpellier sur le risque cyber et les garanties d'assurance en entreprise. Donc j'étudie beaucoup les contrats qui sont disponibles sur le marché. Et il y aurait 2 points que j'aimerais bien évoquer avec vous. Et je vous remercie, Madame la députée, de m'avoir facilité le travail pour introduire la première question. C'est d'abord sur, vous avez abondé largement sur l'écosystème, les périmètres à prendre en compte par rapport à la chaîne de vulnérabilité que représentent les différents prestataires et au regard des différents incidents qui sont arrivés récemment. Lorsque les compagnies d'assurance ont une tendance à réduire leurs questions pour simplifier, je reprends leurs termes, la souscription et augmenter le taux de pénétration du marché qui est, comme vous l'avez rappelé, de 80 millions d'euros aujourd'hui en France, et qu'à côté de cela, on propose des méthodes EBIOS Risk Management pour pouvoir prendre en considération justement cet écosystème. Comment allons-nous articuler, juger et pouvoir indemniser correctement lorsque, à la base, l'assureur n'a pas une connaissance véritable du risque. Et ensuite, la deuxième question, ça serait par rapport aux attaques massives, puisqu'on a eu 2 exemples fameux l'année dernière. Comment, lorsque les compagnies d'assurance proposent une assistance à incident, elles pourront vraiment prêter cette assistance par le biais de leurs prestataires et par le jeu du contrat, lorsque tous ces prestataires sont mutualisés par les compagnies d'assurance. Sachant que les ressources humaines pour pouvoir intervenir se font de plus en plus rares, puisque les besoins ont largement augmenté et que les portefeuilles des compagnies augmentent significativement. Merci. Pas facile. Sur le point des experts, on a pu connaître ça sur les CatNat. D'un seul coup, il y a un appel d'air et on essaye de faire face avec les experts. C'est vrai que sur la partie cyber, ça ne s'est pas encore produit. Il y a une problématique humaine et une montée en compétences. On n'a pas évoqué le sujet de la formation et de la mise en place d'une filière éducative d'excellence en France et en Europe. On en parle sur la table ronde d'après. D'accord, après. Par contre, effectivement, aussi, à la différence des autres sujets, c'est qu'on est de plus en plus sur des plateformes informatiques pour répondre aux incidents. Alors, sur les petits comptes, sur les TPE, PME surtout. Alors, il ne faut pas que ces plateformes soient hackées elles-mêmes, parce qu'effectivement, on s'en sortirait plus. Mais donc, ça peut compenser effectivement ce manque d'expertise. Et le deuxième point, oui, c'est toute l'ambivalence actuelle entre, d'un côté, poser plein de questions et que le client ne sait pas y répondre ou ne veut pas y répondre. Et de l'autre côté, pouvoir monter en compétences et souscrire des risques pour effectivement se faire soi-même son retour d'expérience suite à sinistre. Le marché va s'équilibrer, je pense que tout le monde a touché du doigt ce point-là, et ça va être le marché qui va se réguler, s'équilibrer. Autre question? N'hésitez pas, c'est... Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Non, presque, c'est de ce côté-là, mais il n'y a pas de problème. Bonjour. Bonjour, Philippe Guerrier, journaliste pour Place de l'IT. J'ai 2 questions concernant NotPetya, qui est un cas très pratique pour l'ensemble du panel. Est-ce qu'on connaît le préjudice global de ce logiciel malveillant en 2017 sur l'ensemble de l'économie française? On a beaucoup parlé du cas de Saint-Gobain, mais j'imagine que ce n'est pas la seule entreprise qui a été affectée par ce logiciel malveillant. Et deuxième question, si jamais on attrape les auteurs de NotPetya, d'abord, est-ce qu'ils ont été identifiés? Est-ce qu'ils pourront être poursuivis par la justice française? Est-ce qu'il y a des dépôts de plaintes qui ont été déposés dans ce sens? Alice Chérif, c'est un peu votre domaine? Alors, s'agissant du préjudice, dans le cadre de l'enquête, il y a un certain nombre de victimes qui ont déposé plainte. Moi, je ne peux pas vous donner de chiffres extrêmement précis. Celui de Saint-Gobain, donc on le connaît, 220 millions d'euros de préjudice. S'agissant des autres sociétés, c'est une fourchette moindre, mais je ne peux pas rentrer plus dans le détail que ça, dans la mesure, en plus, c'est des sociétés qui n'ont pas
entendu communiquer comme a pu le faire Saint-Gobain. Ensuite, c'est une enquête qui est en cours, donc je ne suis pas censée en parler. Voilà, ça se poursuit, ça avance bien. Lorsqu'il y aura des identifications, se posera la question de savoir effectivement quel pays sera à même de les poursuivre. La France pourrait éventuellement, mais d'autres pays également. Donc de toute façon, il y aura nécessairement une discussion qui devra s'ouvrir entre les autorités judiciaires, voilà, puisque bien sûr nous ne sommes pas les seuls à investiguer sur ce cas. Autre question, monsieur? Bonjour, Yves Bonjour. Laurent, je travaille pour des éditeurs américains et européens. Je travaille beaucoup sur ce domaine sur les 15 dernières années. Ma question va à monsieur Caparros et à madame Chérif, la vice-procureure. Le gros souci qu'on a, et je pense que ça va rejoindre également le problème de l'assurance, c'est l'attribution de l'attaque et le délai qu'on met pour identifier les attaquants. Je voulais savoir combien de dossiers vous jugez classés par manque de connaissance de l'attaquant, donc on va dire absence d'attribution. Et la deuxième question va à M. Caparros, et l'enjeu majeur de qui va déterminer qui est l'attaquant, tout simplement parce que derrière, il y a des exclusions d'assurance sur, par exemple, si l'attaquant est gouvernemental ou terroriste. Et puis après, comment on juge que l'attaquant est terroriste versus un pays qui peut nous attaquer, mais qui n'est pas spécialement un pays dit terroriste. Je vais commencer par alors, sur notre PETIA, donc l'attaque, je rappelle, date du 27 juin 2017. En termes judiciaires, compte tenu des investigations qui sont colossales, c'est la plus grosse enquête jamais menée, le temps n'est pas un temps long. Voilà. Nous, on se situe bien sûr sous l'angle judiciaire. On n'est pas sur la logique de l'attribution politique. Voilà. C'est-à-dire que certains pays, les Five Eyes, ont fait une attribution, mais ce n'est pas une attribution judiciaire qu'ils ont fait. C'est c'est politique. Je pense que ça s'appuie également sur des réseaux de renseignement. Nous, on ne se situe pas sur ce créneau-là, dans la mesure où il n'y aura d'attribution judiciaire que lorsque nous aurons identifié des personnes physiques et qu'on sera en mesure d'émettre des mandats. Voilà. Nous devons prouver des actes, rechercher la preuve, donc on ne se situe pas du tout sur le même créneau. Et quand bien même pour en parler, parmi les Five Eyes, il y avait des dossiers criminels ouverts. Et je peux vous dire que ce qui a été fait en termes d'attribution ne résulte pas de l'enquête judiciaire de ces pays-là. Voilà. Donc on est vraiment sur deux créneaux. Peut-être que l'ANSSI pourra en parler, étant précisé que vous n'avez pas manqué de constater que la doctrine française est complètement différente. Donc sur ce point-là, en tout cas politiquement, il n'y a pas eu de positionnement. Voilà. Ça, c'est pour notre PETIA. Et en tout cas, c'est quelque chose qui se poursuit et de manière très, très active d'un point de vue judiciaire, j'entends. S'agissant de la question de notre nombre de classements sans suite, parce que c'est la question posée, il y a effectivement un certain nombre de solutions d'anonymisation. Voilà, on les connaît tous, Tor, VPN. C'est pas parce qu'il y a un VPN que nous on n'arrive pas à obtenir de réponses. Il y a des VPN qui nous font des réponses. Par ailleurs, en matière de cyber, et donc c'est suffisamment remarquable pour le dire par rapport à d'autres contentieux, on a un niveau de coopération policière et judiciaire extrêmement bon. Parce qu'on est tous, entre guillemets, dans le même bateau, pour reprendre la métaphore maritime. On va jusqu'au bout. Voilà, il n'y a pas de dossier ouvert, ou quasiment pas, sans élément d'extranéité, un serveur, une adresse IP à l'extérieur, donc ça fonctionne bien. Mais oui, voilà, il y a Tor, il y a plein de choses. Il y a aussi quelque chose, parce que ça, il faut le dire, il y a des sociétés qui ont zéro politique de conservation de données, voilà, qui viennent déposer plainte, parce qu'elles enregistrent un dommage, un incident technique. Ok, donc c'est bien, on a la première étape. Mais derrière, on n'a rien, parce qu'il n'y a pas
de conservation de logs de connexion. Et à partir de là, nous, on ne peut pas dérouler la preuve. Donc on a aussi beaucoup d'obstacles pour arriver à l'identification, parfois issus des techniques employées par les auteurs, parfois également du fait de la défaillance de certaines victimes. Le taux de classement est élevé. On doit être sur un taux de classement de bien 60% des affaires. Voilà. 60%. Alors, la question de l'attribution, vaste question. Et donc j'imagine qu'on parle des attaques les plus complexes, bien sûr, parce que quand c'est Robin des Bois, bon, on arrive à attribuer, il n'y a pas trop de soucis. C'est pas gentil de dire du mal, il est parti. Je crois qu'il est parti. Non, mais il a j'entends bien. Oui, c'est effectivement à l'heure actuelle une décision qui est politique, hein, tout à fait. Et pour les attaques les plus techniquement complexes, c'est une action de renseignement. Et globalement, l'ANSSI ne peut pas faire d'attribution, elle ne fait pas d'attribution, pour une raison qui est assez simple, c'est que la seule connaissance technique n'est pas suffisante. Nous ne voyons que les choses techniques à l'ANSSI. Donc nous ne parlons pas d'ailleurs d'attaquants, on parle de mode opératoire, hein, pour les spécialistes c'est bien connu, c'est-à-dire qu'on se concentre sur le mode d'action. Et alors, effectivement après il va y avoir des faisceaux de présomption et d'autres manières de conduire un renseignement pour aller éventuellement jusqu'à une décision politique d'attribution, ce qui n'a pas été la doctrine française jusqu'à présent et qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Donc de notre côté, on va caractériser le côté technique de l'attaque, ce qui va nous permettre d'orienter la défense, et ce qui est notre cœur de métier, hein, de pouvoir détecter les modes opératoires, orienter la protection, orienter la défense, préparer la résilience. Et à notre niveau, on ne va pas aller jusqu'à l'attribution, ni pour notre PETIA, ni pour les autres modes d'action. On va être capable très précisément, techniquement, de décrire le mode opératoire, et de partager de l'information de plus en plus riche, mais qui devra être recoupée dans une vraie action de renseignement, et puis après une vraie décision politique qui n'a pas encore été dans la doctrine française. Bonjour, Philippe Dieudonné, HIA Secure, pour Human Intelligence Authentication. Cette table ronde, je l'ai trouvée absolument formidable parce que finalement, elle borde parfaitement les deux limites du risque cyber. À la fois la partie purement technologique, avec toutes les imbrications entre les différents systèmes, et ce sont des imbrications qui sont par nature, par construction exponentielle, la montre connectée, le smartphone, le PC, une limite de plus en plus ténue entre le professionnel et le privé. On aurait pu aborder aussi la problématique du télétravail, avec ce que ça implique en termes de prise en compte du risque sécuritaire par les entreprises. Et tout à l'heure, M. Pagès a aussi parfaitement, vous venez de le rappeler, un petit peu les limites aussi de la partie assurance, parce que face à un accroissement des risques, on ne peut pas avoir non plus un système d'assurance qui va croître à la même vitesse, sachant que le cyber en tant que tel, on part vers l'infini quasiment aujourd'hui. Bien malin qui peut dire où est-ce que ça va s'arrêter et dans quelles conditions ça va s'arrêter. Et finalement, ma question, qui est aussi une forme de témoignage, en quelque sorte, s'adresse à Fabien Caparros, parce que j'ai été très intéressé de constater que le 21 mai, pour être précis, un des responsables du Forum international de la cybersécurité de Lille pour 2020 a rendu publique la thématique, et ça a été abordé plus ou moins d'ailleurs dans les différentes questions. Thématique du FIC 2020, c'est replacer l'humain au cœur de la cybersécurité. Et chez HIA Secure, c'est une problématique qu'on porte déjà depuis quelque temps. Voilà. Et je voulais avoir votre sentiment par rapport finalement à cette thématique, parce qu'en réalité, on voit bien que rien ne se fera si on ne replace pas l'humain, et pas d'ailleurs uniquement la partie responsabilité, mais on sait bien s'authentifier, c'est prouver qu'on est bien celui que l'on prétend être. Et ça, c'est un des enjeux qui est absolument majeur pour la sécurité de l'environnement cyber. Alors, je vous rejoins complètement. On doit clôturer dans 30 secondes. Alors, en 30 secondes, très bien. C'est là que l'on peut avoir les gains les plus rapides en termes de réduction des risques. Et c'est pas facile.
Pour y arriver, il faut passer globalement de l'adhésion à l'engagement. Pour avoir l'engagement, il faut que tous les collaborateurs qui sont au sein de l'entreprise, au sein de l'administration, aient conscience de ce qui se joue, de l'adversaire qui est en face et de la manière dont il contribue à la sécurité. Donc ça ne marche pas avec des politiques de sécurité où on leur demande simplement d'appliquer les règles. Ça marche à partir du moment où ils ont compris comment l'adversaire attaque et quel est l'adversaire le plus dangereux qui est en face et à quoi servent ces règles. C'est tout l'objet des BIOS Risk Managers qui doit permettre de mettre sur la table des scénarios de risque qui soient compris et qui soient les scénarios les plus dangereux, les plus percutants, de manière à avoir une action pédagogique qui fasse susciter l'engagement. J'étais en charge de l'entraînement des équipages de la Force d'action navale à la cybersécurité. Le jour où on a fait ça, le jour où on a fait comprendre aux marins embarqués que c'était un domaine de lutte, qu'ils étaient attaqués et qu'en tant que combattants, ils pouvaient répondre, on a eu un effet d'engagement et les gains en cybersécurité ont été substantiels. Pour le coup, ça ne coûte pas très cher, c'est pas facile d'y arriver, mais par contre, on a un axe fondamental. Et c'est d'autant plus important que tout le monde sait bien que l'adversaire passe avant tout par l'humain pour pouvoir rentrer.